Mise à la porte par mon mari pour avoir refusé de vivre avec sa mère, j'ai été traitée de profiteuse. Mais notre dispute a eu un témoin inattendu. Quand cet homme a franchi la porte, le visage de mon mari a perdu toutes ses couleurs. Une profiteuse comme toi n'a aucun droit de faire des exigences dans cette maison. Mon mari a hurlé, en jetant ma valise en bas des marches du perron parce que je refusais de laisser sa mère emménager avec nous de façon permanente. Mais il n'avait aucune idée que quelqu'un avait été témoin de toute la scène. Et quand cet homme a franchi la porte d'entrée, le visage de mon mari est devenu blême. Je m'appelle Amélie Dubois et pendant 13 ans, j'ai cru que si j'aimais quelqu'un assez fort, si je me sacrifiais assez, et si je restais patiente à travers chaque déception, chaque insulte et chaque promesse non tenue, cette personne finirait par m'aimer en retour de la même manière. J'avais tort. Ce qu'il y a d'étrange avec les relations toxiques, c'est qu'elles commencent rarement par la cruauté. Si c'était le cas, personne ne resterait. Elles commencent par de l'affection, de petits compromis et des excuses qui semblent raisonnables sur le moment. Le temps que vous réalisiez tout ce que vous avez donné de vous-même, vous vous retrouvez dans une vie que vous reconnaissez à peine. Ce samedi soir-là à Lyon, le ciel était peint de traînées oranges et violettes alors que le soleil disparaissait derrière des rangées de maisons de banlieue tranquilles. Le quartier était paisible. Des enfants faisaient du vélo dans la rue. Les arroseurs automatiques cliquetaient en rythme sur les pelouses vertes. De l'extérieur, notre maison ressemblait à n'importe quelle autre maison de famille heureuse. À l'intérieur, mon mariage s'effondrait. La dispute avait commencé pour quelque chose qui n'était pas nouveau. Ça ne l'était jamais. Ça a commencé avec Hélène, la mère de Julien. Pendant des années, Hélène avait considéré les limites comme des insultes personnelles. Elle avait une clé de notre maison. Elle passait sans appeler. Elle réagençait les meubles quand l'endroit où je les avais placés ne lui plaisait pas. Elle critiquait ma cuisine, mes vêtements, ma carrière, et même ma façon de charger le lave-vaisselle. Chaque fois que je me plaignais, Julien avait toujours la même réponse. Elle essaie juste d'aider. Au début, je l'ai cru. Finalement, j'ai réalisé que l'aide n'était pas l'objectif. Le contrôle l'était. Ce soir-là, Julien est rentré de sa visite chez Hélène et a annoncé quelque chose d'un air aussi désinvolte que s'il parlait de la météo. Maman emménage le mois prochain. J'ai levé les yeux de l'îlot de cuisine où je triais des factures. Quoi? Son bail se termine. J'ai attendu. Il a continué. Elle va rester ici. Pas une demande, pas une discussion, pas une considération. Juste une décision. Je l'ai dévisagée. Julien, ce n'est pas une décision que tu peux prendre tout seul. Sa mâchoire s'est crispée immédiatement. C'était toujours un mauvais signe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on devrait en parler avant de prendre une décision permanente. C'est ma mère et c'est notre maison. Son expression s'est assombrie. Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé. Puis il a ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce qu'il était en colère. Tu es incroyable. J'ai senti une immense lassitude m'envahir. Le genre de lassitude qui ne vient pas d'une journée difficile. Le genre qui vient d'années. Des années à avoir la même dispute. Des années à être ignoré. Des années à devoir m'accommoder de tout le monde sauf de moi-même. Ça fait 13 ans que je fais des compromis pour ta mère, ai-je dit calmement. C'est ridicule. Vraiment? Ses yeux se sont plissés. C'est la famille. Moi aussi. Ma réplique a eu plus d'impact que prévu. Pendant une seconde, il a détourné le regard. Puis le mur s'est de nouveau dressé. Tu ramènes toujours tout à toi. J'ai failli rire. À la place, j'ai plié la facture d'électricité et je l'ai posée soigneusement. Non, Julien. Je ramène enfin quelque chose à moi. Le silence qui a suivi était lourd de menaces. Un orage qui se préparait. Puis l'explosion est venue. Il a commencé à énumérer tout ce qu'il avait fait pour moi. Les vacances, la maison, les voitures, la vie que nous avions construite. Oubliant commodément combien de ces choses avaient été construites ensemble. Oubliant les années où j'ai travaillé pendant qu'il finissait ses formations. Oubliant les nuits où je suis resté debout pour l'aider à préparer ses présentations. Oubliant l'argent que j'avais apporté pour notre prêt immobilier. Oubliant la réalité elle-même.
Au moment où Hélène l'a appelé pendant la dispute, il était déjà furieux. Je pouvais entendre sa voix à travers le haut-parleur du téléphone. Sèche, exigeante, prévisible. Julien faisait les 100 pas dans le salon pendant qu'elle jetait de l'huile sur le feu. Puis il a raccroché et tout a changé. Tu sais quoi? A-t-il lancé. Quoi? Si ça ne te plaît pas ici, pars. J'ai cligné des yeux. Qu'est-ce que tu as dit? Tu m'as entendu. J'ai attendu qu'il se rétracte, qu'il réalise ce qu'il disait. Qu'il agisse comme l'homme que j'avais épousé. Au lieu de ça, il est monté à l'étage. Quelques instants plus tard, j'ai entendu des portes de placard s'ouvrir, des tiroirs claquer. Puis, il est revenu avec une de mes valises. Au début, j'ai cru qu'il essayait de prouver quelque chose, un geste dramatique. Puis il a commencé à y jeter mes vêtements. Mon estomac s'est noué. Julien. Il m'a ignoré. Julien, arrête. Rien. L'homme qui se tenait devant moi ressemblait à peine à la personne que j'avais épousée. Son visage était rouge, sa respiration courte, sa fierté totalement aux commandes. En quelques minutes, il a traîné la valise vers la porte d'entrée. Je l'ai suivi dehors. Les voisins commençaient à remarquer. Une femme qui promenait son chien a ralenti. Un adolescent de l'autre côté de la rue a regardé. Julien s'en fichait. Ou peut-être qu'il était trop en colère pour s'en soucier. Il a poussé la valise en bas des marches du perron. Les roulettes ont rebondi violemment contre le béton. Puis il a montré la rue, et c'est là qu'il a crié les mots qui allaient tout changer. Une profiteuse comme toi n'a aucun droit de faire des exigences dans cette maison. L'ironie était presque risible. Une profiteuse. La femme qui avait payé les factures, soutenu sa carrière, entretenu la maison, construit la vie qui se tenait derrière lui, une profiteuse. Pendant une seconde, je n'ai pas pu parler. L'humiliation a frappé plus fort que la colère, car l'humiliation est publique. L'humiliation résonne. L'humiliation reste avec vous. Puis une voix est venue de derrière nous. Une voix calme. Une voix familière. Amélie. Je me suis retourné. Mon frère Daniel se tenait au bout de l'allée. Son SUV noir était garé non loin. Pendant un moment surréaliste, personne n'a bougé. Le regard de Daniel est passé de moi à la valise. Puis à Julien, puis de nouveau à moi. J'ai vu son expression changer. Pas de façon dramatique, pas de façon explosive, ce qui était en quelque sorte pire. Parce que Daniel n'était pas un homme qui perdait le contrôle. Il devenait plus silencieux quand il était en colère. Et à cet instant, il semblait très silencieux. Le visage de Julien a instantanément perdu toute couleur. Daniel, a-t-il dit. Mon frère ne lui a pas répondu. Au lieu de cela, il a remonté l'allée et s'est arrêté à côté de moi. Son regard s'est brièvement posé sur un bleu qui se formait sur mon poignet, là où Julien m'avait agrippé pendant la dispute. Sa mâchoire s'est crispée. Pourtant, il n'a rien dit. Pas encore. Amélie, a-t-il dit doucement. Est-ce que tu veux rester ici ce soir? La question m'a presque brisé. Pas à cause de ce qu'il demandait, mais parce qu'il me donnait un choix. Quelque chose que personne n'avait fait depuis très longtemps. J'ai secoué la tête. Non. Daniel a acquiescé. D'accord. Il a ramassé ma valise. Julien a finalement retrouvé sa voix. C'est entre moi et ma femme. Daniel l'a regardé. Le silence qui a suivi a semblé infini. Quand il a finalement parlé, son ton est resté parfaitement calme. Plus maintenant. Julien a dégluti visiblement. Pour la première fois de la soirée, il avait l'air incertain, effrayé, même. Daniel m'a aidé à monter dans son SUV. Aucun de nous n'a regardé en arrière alors que nous nous éloignions de la maison. Pendant plusieurs minutes, nous avons roulé dans des rues calmes sans parler. Les lumières de la ville se brouillaient à travers la vitre. Ma poitrine me faisait mal. Ma gorge me brûlait. J'ai regardé droit devant moi et j'ai essayé de ne pas pleurer. J'ai essayé, et j'ai échoué. Finalement, les larmes sont venues. Daniel m'a tendu une serviette en papier de la console centrale, toujours sans rien dire, toujours en attendant. Quand je me suis enfin assez calmé pour respirer,
il a posé la question qui a tout changé. Amélie? Je l'ai regardée. Sa voix était douce. Plus douce que je ne l'avais entendue depuis des années. Depuis combien de temps ça dure? La réponse est restée en moi un instant. Lourde, douloureuse, embarrassante. Puis la vérité s'est échappée avant que je puisse l'arrêter. Depuis des années. Et alors que les mots quittaient ma bouche, j'ai réalisé que ce n'était pas la fin de mon mariage. C'était le début de quelque chose de complètement différent. Quelque chose que Julien n'avait jamais vu venir. La chambre d'amis dans la maison de Daniel donnait sur une parcelle de bois tranquille en périphérie d'Écully. La pièce était confortable, chaleureuse et bien plus grande que ce dont j'avais besoin. Pourtant, j'ai à peine dormi pendant mes premières nuits là-bas. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais Julien debout sur le perron. J'entendais sa voix, une profiteuse. Le mot résonnait dans ma tête comme une chanson que je ne pouvais pas éteindre. Le pire n'était pas qu'il l'ait dit. Le pire était de réaliser qu'il aurait pu le croire. Le lundi matin est arrivé avec un ciel gris et une pluie battante qui tapait contre les fenêtres. J'étais assise à la table de la cuisine de Daniel, fixant une tasse de café qui avait refroidi près de 20 minutes plus tôt. Daniel est entré, vêtu d'une chemise bleu marine et portant une sacoche d'ordinateur. « Tu n'y as pas touché. » J'ai baissé les yeux. J'ai oublié. « Tu n'as pas beaucoup mangé non plus. » Je n'ai pas faim. Il s'est assis en face de moi. Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé. Daniel avait toujours été patient. En grandissant, il était le genre de grand frère qui écoutait plus qu'il ne parlait. Même maintenant, à 47 ans, bien qu'il soit responsable de centaines d'employés et de décisions commerciales majeures chaque jour, il parvenait encore à faire en sorte que les gens se sentent écoutés. Finalement, il s'est penché en arrière. « Amélie, je peux te demander quelque chose ?» J'ai hoché la tête. « Pourquoi es-tu restée ?» La question n'était pas accusatrice. Ce qui la rendait encore plus difficile. J'ai regardé la pluie dehors. Parce que ce n'était pas toujours mauvais. Daniel a attendu. Quand on s'est rencontrés, Julien était différent. Et c'était vrai. 15 ans plus tôt, Julien était charmant, drôle, ambitieux et étonnamment attentionné. Nous nous étions rencontrés lors d'une collecte de fonds caritative organisée par une association locale. Je travaillais dans le marketing pour une entreprise du secteur de la santé à l'époque. Julien venait de rejoindre une entreprise industrielle en tant que coordinateur des opérations juniors. Il n'était pas riche. Moi non plus, mais il travaillait dur. Et il me faisait rire. À l'époque, notre relation semblait simple, saine, normale. Les problèmes n'ont commencé qu'après notre mariage. Plus précisément, ils n'ont commencé que lorsqu'Hélène a réalisé que je n'allais nulle part. Les premiers signes étaient petits, si petits que je les ai à peine remarqués. Elle critiquait des recettes que j'avais passé des heures à préparer. Elle corrigeait les histoires que je racontais. Elle offrait des conseils non sollicités sur tout, de la décoration aux finances. Chaque fois que je protestais, elle se montrait blessée. Chaque fois que je restais silencieuse, elle insistait davantage. Avec le temps, Julien a développé une habitude qui allait tranquillement empoisonner notre mariage. Il a cessé de voir les conflits objectivement. Au lieu de se demander qui avait raison, il prenait automatiquement le parti de sa mère à chaque fois. Au début, je me suis dit que ce n'était pas important. Puis les années ont passé. Le schéma s'est renforcé, et d'une manière ou d'une autre, je suis devenu le problème dans chaque désaccord. Daniel a écouté attentivement. Quand j'ai fini, il a posé une autre question. Quand est-ce que tu t'es sentie heureuse avec lui pour la dernière fois? La réponse aurait dû venir rapidement. Au lieu de cela, je suis resté là à réfléchir, 1 mois, 6 mois, 1 an. Plus je cherchais, plus je devenais mal à l'aise. Parce que honnêtement, je ne pouvais pas m'en souvenir. Cette prise de conscience a frappé plus fort que tout ce que Julien avait dit. Daniel a semblé le remarquer. Il n'a fait aucun commentaire. Il n'en avait pas besoin. Plus tard dans l'après-midi, je suis allé à la maison pendant que Julien était au travail. Pas parce que je voulais le voir, mais parce que j'avais besoin de certaines de mes affaires. Le quartier avait l'air exactement le même. Des enfants jouant au basket, des voisins tondant leur pelouse, des chiens aboyant au loin. La normalité semblait surréaliste.
J'ai déverrouillé la porte d'entrée avec ma clé. La maison était silencieuse. Pendant un bref instant, debout dans l'entrée, je me suis presque convaincu que rien ne s'était passé. Puis j'ai vu les marques de la valise sur le parquet. La réalité est revenue. Je suis monté à l'étage et j'ai commencé à rassembler des vêtements, des documents personnels et quelques photos de famille. À mi-chemin de mes bagages, j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel. Une pile de relevés financiers non ouverts sur le bureau de Julien. Normalement, il gardait tout organisé, presque obsessionnellement organisé. La curiosité m'a poussé à jeter un œil à une des enveloppes, puis à une autre, et encore une autre. Plusieurs relevés étaient adressés uniquement à Julien. Ce n'était pas nécessairement étrange. Ce qui était étrange, c'étaient les soldes. J'ai froncé les sourcils. Au fil des ans, nous avions maintenu des finances principalement communes. Des comptes séparés existaient, mais il n'était pas censé y avoir d'actifs majeurs cachés l'un à l'autre. Pourtant, un compte montrait des transactions que je ne reconnaissais pas. De grosses transactions. Des milliers d'euros qui entraient et sortaient. Mon estomac s'est serré. J'ai pris des photos avec mon téléphone, juste au cas où. Ce soir-là, après le dîner, je les ai montrées à Daniel. Il a étudié attentivement les relevés. « Tu étais au courant de ça ? » ?»« Non. »« Tu es sûr ? » J'ai failli rire. Si j'étais au courant, je ne serais pas en train de te le demander. Il a hoché lentement la tête. Qu'est-ce que tu ne sais pas d'autre ? La question est restée en suspens car soudain, je n'étais plus sûr. Le mariage crée des suppositions. Vous supposez que vous savez où va l'argent. Vous supposez que vous comprenez les finances du ménage. Vous supposez que votre conjoint est honnête. Que se passe-t-il lorsque ces suppositions disparaissent ? Au cours de la semaine suivante, j'ai commencé à examiner des années de dossiers. Au début, je m'attendais à ne rien trouver de significatif. Peut-être que Julien avait ouvert un compte d'investissement. Peut-être qu'il économisait pour quelque chose. Peut-être qu'il y avait une explication raisonnable. Au lieu de cela, des incohérences ont commencé à apparaître partout. Des frais de carte de crédit, des virements, des retraits, des paiements, assez petits individuellement pour ne pas attirer l'attention, assez importants collectivement pour compter. Un soir, j'étais assise entourée de paperasses dans la salle à manger de Daniel. Des feuilles de calcul couvraient la table, des relevés bancaires, des déclarations de revenus, des documents de prêt immobilier. J'avais mal à la tête. Daniel est rentré vers 19h. Il a desserré sa cravate et s'est arrêté en voyant le désordre. « Tu as trouvé quelque chose ? » Je me suis frotté les tempes. « Je crois que oui. »« Que as-tu trouvé ?» J'ai montré plusieurs entrées surlignées. « Regarde ça. » Il s'est penché plus près. Pendant plusieurs minutes, il a examiné les dossiers. Puis son expression a changé. Pas de façon dramatique. Juste assez. Quoi ? Daniel a tapoté une transaction. Où est allé ce paiement ? Je ne sais pas. Découvre-le. J'ai regardé de plus près. Le virement apparaissait tous les mois. Même montant, même destination depuis près de 4 ans. Des milliers d'euros disparus chaque mois. Mon pouce est accéléré. Ça fait plus de 100 000 euros. Daniel a hoché la tête. Je sais. J'ai fixé la paperasse. 100 000 euros. Nous nous étions disputés pour des vacances, des réparations de la maison, des cotisations de retraite. Pendant ce temps, cet argent disparaissait. Ma poitrine s'est serrée. Pas à cause de l'argent, à cause de la tromperie. La confiance est étrange. Les gens pensent que la trahison concerne le mensonge lui-même. Ce n'est pas le cas. C'est de réaliser que la personne en qui vous aviez confiance a vécu dans une réalité complètement différente de celle qu'elle vous montrait. Au cours des jours suivants, j'ai creusé plus profondément. Plus je cherchais, pire c'était. Puis, un vendredi après-midi, j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. L'un des virements récurrents était lié à un compte sous un nom que je ne reconnaissais pas. J'ai vérifié 2 fois, puis encore une fois. Le compte n'était pas à nous. Il n'était pas lié à notre prêt immobilier. Il n'était lié à aucun investissement connu. Il n'était pas lié à des fonds de retraite. C'était quelque chose de complètement différent,
quelque chose de caché, quelque chose que Julien avait pris grand soin de garder secret. J'ai fixé l'écran, le cœur battant. Pour la première fois depuis que j'avais quitté la maison, j'ai ressenti quelque chose de plus fort que la tristesse, plus fort que l'humiliation, le soupçon. Et au fond de moi, je savais que la réponse qui m'attendait au bout de cette piste pourrait être bien pire que tout ce que j'avais imaginé. Le lundi suivant, j'étais assise en face d'une avocate en droit de la famille nommée Karine Michel dans un bureau tranquille surplombant le centre-ville de Lyon. Karine avait la cinquantaine, calme et directe, avec le genre de confiance qui vient de décennies passées à écouter les gens dans les pires moments de leur vie. Elle a examiné les documents que j'avais apportés tout en prenant occasionnellement des notes sur un bloc-notes jaune. Pendant près de 20 minutes, les seuls sons dans la pièce étaient le bruit des pages qui tournaient et le léger bourdonnement du trafic extérieur. Finalement, elle a levé les yeux. « Amélie, je dois vous demander quelque chose. » « D'accord. Est-ce que votre mari s'occupait principalement des finances ? » J'ai hoché la tête. « Pas au début. Nous avons tout géré ensemble pendant des années. » « Qu'est-ce qui a changé ? » J'y ai réfléchi. La réponse n'était pas simple. C'est arrivé progressivement. Karine a attendu. Julien a eu plusieurs promotions. Il a commencé à dire que la planification financière devenait plus compliquée. Il m'a dit de ne pas m'en soucier. Et vous lui avez fait confiance ? Oui. Karine a fermé l'un des dossiers. C'est courant. Je détestais entendre ça. Non pas parce qu'elle avait tort, mais parce qu'elle avait raison. Ma situation n'avait rien d'unique. Les gens trahissent la confiance tous les jours. Cette prise de conscience était étrangement réconfortante et humiliante à la fois. Karine a tapoté plusieurs transactions surlignées. Je pense que nous sommes face à plus qu'un simple manque de communication. Mon estomac s'est noué. Que voulez-vous dire ? Je veux dire que votre mari semble avoir intentionnellement dissimulé une activité financière. Je l'ai dévisagé. Les mots semblaient cliniques, presque stériles, mais leur signification a frappé fort. Intentionnellement, dissimulé, pas accidentel, pas mal compris, pas oublié, délibéré. Pendant des années. Karine a poursuivi, nous avons besoin d'une divulgation financière complète avant de tirer des conclusions, mais je vous conseillerais de vous préparer à des informations désagréables. J'ai quitté son bureau en me sentant étrangement engourdi. Dehors, la ville bougeait comme d'habitude. Les gens se dépêchaient pour leur déjeuner d'affaires. Des équipes de construction travaillaient sur les trottoirs. Les feux de circulation changeaient. La vie continuait. Pendant ce temps, la mienne semblait suspendue quelque part entre le passé et l'avenir. Je suis allé directement chez Daniel. Il travaillait à distance cet après-midi-là et m'a trouvé debout dans la cuisine, le regard dans le vide. Mauvaise réunion ? J'ai ri doucement. C'est si évident ? Assez évident. Je lui ai raconté tout ce que Karine avait dit. Quand j'ai eu fini, Daniel est resté silencieux pendant plusieurs instants. Puis il a versé 2 verres de thé glacé et m'en a tendu un. Tu sais quelque chose ? Quoi ? Tu essaies encore de trouver une version de cette histoire qui ne soit pas une trahison. J'ai détourné le regard parce qu'il avait raison. Une partie de moi voulait encore une explication, un malentendu, une erreur. N'importe quoi qui me permettrait de croire que 13 ans n'avaient pas été construits sur des mensonges. Daniel s'est assis en face de moi. Amélie. J'ai croisé son regard. Si quelqu'un passe des années à te cacher des choses, le problème n'est pas que tu lui aies fait confiance. Sa voix est restée calme. Le problème, c'est qu'il a choisi d'abuser de cette confiance. Ces mots sont restés avec moi longtemps après la fin de la conversation. Quelques jours plus tard, Karine a appelé. Sa voix semblait inhabituellement sérieuse. Nous avons reçu des dossiers supplémentaires. Mon pouce est immédiatement accéléré. Et certains des virements semblent liés à des dettes. Quel genre de dettes ? Principalement celles de votre belle-mère. J'ai fermé les yeux. Bien sûr, Hélène. Pendant des années, elle s'était plainte constamment d'argent. Factures médicales, cartes de crédit, prêts, dépenses imprévues. Il y avait toujours quelque chose. Apparemment, Julien avait discrètement payé beaucoup de ses obligations sans me le dire. Le montant m'a choqué. Non pas parce qu'il aidait sa mère. J'aurais soutenu cela.
Mais parce qu'il l'avait caché. Il avait menti à plusieurs reprises. Et il avait utilisé de l'argent qui nous appartenait à tous les deux. Ce soir-là, j'étais assise seule sur la terrasse arrière de Daniel, regardant le coucher de soleil disparaître derrière les arbres. La trahison me semblait différente maintenant, plus claire. Avant, je faisais le deuil d'un mariage. Maintenant, j'étais confronté à la tromperie. Ce n'était pas la même chose. L'un fait mal. L'autre change votre perception de la réalité. Mon téléphone a vibré. Julien. Le premier contact direct en plus d'une semaine. J'ai fixé l'écran, puis j'ai répondu. Allô. Un bref silence a suivi. Puis sa voix est parvenue. Tu as parlé à des avocats. Pas de « allô ». Pas de « comment vas-tu ». Pas de « je suis désolé ». Droit au but. Oui. Une autre pause. Tu veux vraiment faire ça? J'ai failli rire, comme si c'était moi qui avais jeté quelqu'un hors de chez lui. Par opposition à quoi? Tu pourrais revenir. L'offre semblait moins généreuse qu'il ne le pensait probablement. J'ai regardé le ciel qui s'assombrissait. Revenir à quelles conditions? Il n'a pas répondu immédiatement. Cela m'a tout dit. Finalement, il a dit, maman a toujours besoin d'un endroit où rester. Voilà. Tout le problème condensé en une seule phrase. Même maintenant, après tout, il ne comprenait toujours pas. Ou peut-être qu'il comprenait parfaitement et s'en fichait tout simplement. Au revoir, Julien. Amélie. J'ai mis fin à l'appel, puis j'ai bloqué son numéro. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la paix. Malheureusement, Julien n'était pas le seul à avoir des difficultés. Au travail, les choses se compliquaient. Pas à cause de Daniel, à cause de Julien. L'entreprise industrielle où travaillait Julien avait connu une croissance rapide au cours des 5 années précédentes. La croissance crée des opportunités, mais elle crée aussi un examen minutieux. Les départements sont examinés. Les budgets sont inspectés. Les politiques deviennent plus strictes. Les erreurs deviennent plus difficiles à cacher. Un soir, Daniel est rentré plus tard que d'habitude. Il avait l'air fatigué. Nous mangions de la nourriture chinoise à emporter au comptoir de la cuisine quand il a mentionné quelque chose avec désinvolture. Il y a un audit interne en cours. J'ai levé les yeux. Dans le département de Julien. Daniel a hoché la tête. Mon estomac s'est noué. C'est toi qui l'as lancé? Non. Sa réponse est venue immédiatement, sans hésitation. Je l'ai cru. Daniel n'était pas ce genre de personne. Qu'est-ce qu'il a déclenché? Plusieurs irrégularités. J'ai froncé les sourcils. Quel genre? Je ne peux pas discuter des détails. Cette réponse m'a inquiété plus que toute autre chose. Parce que Daniel expliquait habituellement les choses. S'il n'expliquait pas, cela signifiait que la situation était sérieuse. La semaine suivante, des rumeurs ont commencé à se répandre dans l'entreprise. Rien de dramatique, juste des chuchotements, des questions, des inquiétudes. Des employés interrogés, des documents examinés, des procédures inspectées. Julien devenait de plus en plus anxieux. Des amis communs ont mentionné qu'il semblait distrait, irritable, sur la défensive. Un ancien collègue m'a dit qu'il s'était emporté contre quelqu'un lors d'une réunion. Un autre a dit qu'il avait l'air épuisé. Pendant des années, Julien avait projeté la confiance, le contrôle, la certitude. Maintenant, des fissures apparaissaient. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Karine a de nouveau appelé. Cette fois, son ton était différent. Plus sec. Amélie, j'ai besoin que vous veniez. Pourquoi? Nous avons reçu des dossiers financiers supplémentaires. Mon pouce est accéléré. Qu'avez-vous trouvé? Un bref silence a suivi. Puis Karine a parlé. Quelqu'un a déposé une plainte officielle. Mon cœur a raté un battement. Une plainte à propos de quoi? D'une possible faute professionnelle. La pièce m'a soudain semblé plus petite. Quel genre de faute? Je ne sais pas encore, mais la personne qui l'a déposée a inclus des documents. Je me suis assise lentement. Des documents,
des preuves, des dossiers. Rien de tout cela ne semblait accidentel. Karine a poursuivi. Le timing est peut-être une coïncidence. Aucune de nous n'y a cru. J'ai regardé à travers la cuisine de Daniel. La pluie tapait doucement contre les fenêtres. Mes pensées s'emballaient. Parce que pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, j'ai réalisé quelque chose d'important. L'argent caché n'était peut-être pas le plus grand secret que Julien gardait. Et si c'était vrai, la vie dans laquelle j'avais cru pendant 13 ans était sur le point de s'effondrer bien au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Début octobre, les feuilles à travers la région lyonnaise avaient commencé à prendre des teintes dorées et pourpres, et l'air portait ce frisson automnal familier qui me donnait toujours envie de m'enrouler dans une couverture et de rester à la maison. Pendant des années, l'automne avait été ma saison préférée. Julien et moi avions l'habitude de passer nos week-ends à parcourir la campagne, nous arrêtant dans des champs de citrouilles, des cidreries et des fêtes de village. Nous avions des traditions, des photos, des souvenirs. Le problème avec les souvenirs, c'est qu'ils ne disparaissent pas lorsque les relations se terminent. Ils restent, et parfois ils font plus mal que la trahison elle-même. Un vendredi après-midi, j'étais assise dans le bureau de Karine Michel lorsqu'elle m'a tendu une épaisse liasse de papier. J'ai immédiatement reconnu l'entête, requête en dissolution de mariage. Julien avait officiellement demandé le divorce. Je n'étais pas surprise. Pourtant, voir la paperasse devant moi était différent. Final, réel. Karine a ajusté ses lunettes. Il y a autre chose. J'ai levé les yeux. Quoi? Il ne propose pas un règlement à l'amiable. Un rire amer m'a échappé. Bien sûr que non. Karine a fait glisser plusieurs pages vers moi. Je les ai lues attentivement. Puis je les ai relues. Mon incrédulité s'est rapidement transformée en colère. Julien ne se contentait pas de demander le divorce. Il essayait de réécrire l'histoire. Selon sa requête, il avait été le principal pourvoyeur financier. Selon sa requête, notre séparation avait eu lieu parce que j'étais devenue déraisonnable et émotionnellement distante. Selon sa requête, j'avais volontairement quitté le domicile conjugal. Volontairement? Le mot a pratiquement sauté de la page. J'ai regardé Karine. Vous êtes sérieuse? J'en ai bien peur. J'ai secoué la tête. L'audace aurait été impressionnante si elle n'avait pas été si insultante. Il m'a mise à la porte. Je sais. Il m'a littéralement mise à la porte. Je sais. Pendant plusieurs secondes, aucune de nous n'a parlé. Puis Karine s'est penchée en avant. Amélie, les gens révèlent souvent qui ils sont vraiment pendant un divorce. J'ai fixé les documents. Je pense qu'il révèle qui il est depuis des années. Karine a hoché lentement la tête. C'est probablement vrai. Ce soir-là, je me suis de nouveau assise sur la terrasse arrière de Daniel. Le temps était plus frais maintenant. Les arbres étaient presque à moitié nus. J'ai écouté le trafic lointain tout en ressassant la demande de divorce dans mon esprit. Une partie de moi ne comprenait toujours pas la stratégie de Julien. Croyait-il honnêtement qu'aucun des faits ne serait révélé? Pensait-il que les preuves n'avaient tout simplement pas d'importance? Ou avait-il passé tant d'années à manipuler les situations qu'il supposait pouvoir manipuler celles-ci aussi? La réponse est arrivée plus tôt que prévu. Au cours des semaines suivantes, des connaissances communes ont commencé à me contacter. Au début, les messages semblaient innocents. Puis des schémas ont émergé. Julien parlait beaucoup. Apparemment, il disait à ses collègues que je l'avais abandonné. Il prétendait que j'avais refusé de soutenir sa mère pendant une période difficile. Il laissait entendre que j'étais devenue égoïste, froide, déraisonnable. Une personne m'a même demandé si j'avais une liaison. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Une liaison. L'accusation était ridicule. Mais les rumeurs ne survivent pas parce qu'elles sont vraies. Elles survivent parce qu'elles sont intéressantes. Et Julien le savait. Pour la première fois depuis notre séparation, j'ai ressenti une colère sincère. Pas de la tristesse, pas de la déception, de la colère. Parce que même maintenant, il n'assumait aucune responsabilité. Il cherchait toujours quelqu'un d'autre à blâmer. Quelques jours plus tard, Daniel est rentré à la maison avec des sacs de courses. Je l'aidais à déballer quand il a remarqué mon expression. Mauvaise journée. On peut dire ça.
Je lui ai parlé des rumeurs, de chacune d'entre elles. Son visage est resté calme tout au long de l'histoire. Quand j'ai eu fini, il a mis une brique de lait dans le réfrigérateur et a fermé la porte. Puis il s'est tourné vers moi. Les gens qui dépendent de faux récits paniquent généralement lorsque la réalité commence à les rattraper. J'ai croisé les bras. Tu dis ça avec une grande certitude. C'en est une. Pourquoi? Daniel a haussé les épaules. Parce que la vérité ne demande que de la mémoire. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu dis la vérité, tu n'as qu'à te souvenir de ce qui s'est passé. Il a fait une pause. Si tu mens, tu dois te souvenir de chaque version du mensonge. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. C'était une réponse typique de Daniel. Simple, logique, précise. Malheureusement pour Julien, la réalité commençait à aller plus vite que ses histoires. L'audit de l'entreprise avait pris une ampleur considérable. Au début, seul un petit groupe d'employés avait été impliqué. Maintenant, plusieurs départements étaient examinés. Des consultants externes avaient été appelés. Des responsables de la conformité menaient des entretiens. Les notes de frais étaient examinées. Les approbations d'achat étaient revérifiées. Chaque semaine semblait apporter de nouvelles questions. Et chaque semaine, Julien paraissait plus nerveux. Un après-midi, j'ai rencontré une de ses anciennes collègues dans un café. Nous avons échangé des banalités. Puis elle a hésité. « Tu n'as pas entendu ça de moi. » J'ai immédiatement su que quelque chose arrivait. « Quoi ?» Elle a baissé la voix. Les gens s'inquiètent pour Julien. Elle a hoché la tête. Il se passe quelque chose. J'ai gardé une expression neutre. Quel genre de quelque chose? Je ne sais pas. La réponse semblait honnête. Mais la direction pose des questions que personne n'attendait. Mon estomac s'est noué. Ce soir-là, j'ai pensé à cette conversation pendant des heures. Non pas parce que je voulais la destruction de Julien. Contrairement à ce que certains croient, la vengeance n'est pas toujours une question de destruction. Parfois, c'est une question de responsabilité. Il y avait une différence très importante. Si Julien avait simplement admis ses erreurs des mois plus tôt, une grande partie de tout cela aurait pu se terminer différemment. Au lieu de cela, il continuait de creuser de plus en plus profondément. Puis novembre est arrivé. L'appel téléphonique est arrivé un mardi matin. Je travaillais à distance depuis la table de la salle à manger de Daniel lorsque le numéro de Karine est apparu sur mon écran. J'ai répondu immédiatement. « Bonjour, Amélie. » Quelque chose dans sa voix m'a fait me redresser. Que s'est-il passé? Nous avons reçu des pièces supplémentaires. Mon pouce est accéléré. Et certaines des divergences financières sont plus importantes que ce que nous pensions initialement. J'ai fermé mon ordinateur portable. À quel point plus importante? Substantiellement. Le mot est resté en suspens. Puis elle a ajouté quelque chose qui m'a retourné l'estomac. L'enquête de l'entreprise n'est plus une simple routine. J'ai dégluti. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les enquêteurs ont trouvé suffisamment d'informations pour élargir l'enquête. J'ai regardé par la fenêtre. Le ciel était redevenu gris. L'hiver approchait. Tout semblait soudainement froid. Cette nuit-là, Daniel est rentré plus tard que d'habitude. Il avait l'air épuisé, plus épuisé que je ne l'avais vu depuis des années. Nous avons dîné en silence. Finalement, j'ai demandé. C'est grave à quel point? Il m'a regardé. Pendant un instant, j'ai cru qu'il pourrait refuser de répondre. Puis il a parlé avec précaution. Assez grave. Ma poitrine s'est serrée. Daniel, je ne peux pas discuter des détails. Je sais, et honnêtement, tu ne voudrais pas que je le fasse. Je savais qu'il avait raison. Quoi qu'il arrive ensuite, cela devait se faire correctement, légalement, professionnellement, équitablement. Non pas parce qu'il était mon frère, mais parce que les faits étaient les faits. 3 jours plus tard, tout a changé. Julien a reçu un avis officiel de l'entreprise. Mise à pied administrative, en attente d'un examen plus approfondi. La nouvelle s'est répandue rapidement. Les nouvelles d'entreprise se répandent toujours vite. Le soir,
la moitié des gens qui le connaissaient l'avaient déjà appris. Certains étaient choqués, d'autres non. Je suis resté assise en silence après l'avoir appris. Sans célébrer, sans sourire, juste en réfléchissant. Parce que pour la première fois depuis la nuit où il m'a mise à la porte, j'ai imaginé ce que Julien devait ressentir. La peur. La vraie peur. Celle qui apparaît lorsque les conséquences cessent d'être théoriques. Celle qui arrive lorsque le pouvoir disparaît. Et au fond de moi, je soupçonnais que quelque chose d'encore plus grand allait arriver. Parce que les gens ne sont pas mis à pied administrativement pour des erreurs mineures. Ils sont mis à pied lorsque quelqu'un croit qu'il y a plus à découvrir. Beaucoup plus. La semaine avant la Toussaint, la première neige de la saison a saupoudré les toits de Lyon. Je me tenais près de la fenêtre de la cuisine de Daniel, regardant les flocons dériver lentement dans le ciel gris du matin. Normalement, la première neige me donnait toujours de l'espoir. Elle me rappelait les nouveaux départs, les vacances, les réunions de famille et les maisons chaleureuses remplies de rires. Cette année était différente. Cette année, la vérité arrivait, et la vérité arrive rarement en silence. Au cours du mois précédent, l'enquête autour de Julien avait continué de s'étendre. Ce qui avait commencé comme des questions sur les procédures financières avait évolué en quelque chose de beaucoup plus vaste. Personne ne partageait de détails publiquement, mais les rumeurs circulaient partout. Les employés parlaient, les managers spéculaient, les anciens collègues échangeaient des théories. L'incertitude semblait mettre tout le monde mal à l'aise. Tout le monde sauf Daniel. Mon frère restait exceptionnellement calme. Plus les choses devenaient sérieuses, plus il paraissait calme. Finalement, j'ai compris pourquoi. Les gens paniquent quand ils ne connaissent pas les faits. Daniel connaissait les faits. Un après-midi, Karine a appelé et m'a demandé de passer à son bureau. Je suis arrivé 30 minutes plus tard. Au moment où je me suis assise, j'ai su que quelque chose d'important s'était produit. Karine a fait glisser plusieurs documents sur son bureau. Amélie. J'ai levé les yeux. Le tableau devient beaucoup plus clair. Mon pouce est immédiatement accéléré. Quel tableau? Elle a tapoté la paperasse. Le tableau financier. Je me suis penché en avant. Pendant les 20 minutes suivantes, Karine a expliqué soigneusement ce que les enquêteurs et les comptables avaient découvert. Les virements cachés n'étaient pas des incidents isolés. Ils faisaient partie d'un schéma plus large. Pendant des années, Julien avait manipulé les informations financières au sein de notre mariage tout en se livrant simultanément à une conduite douteuse au travail. Rien de dramatique, rien de hollywoodien, pas de comptes offshore secrets, pas de plans de cerveau criminels, juste des décisions répétées qui violaient la politique de l'entreprise et les normes éthiques de base. De petits raccourcis, de petits mensonges, de petites tromperies. Le genre de choses que les gens se convainquent de ne pas avoir d'importance jusqu'à ce qu'elles s'accumulent, et alors soudainement, elles ont beaucoup d'importance. Karine a montré plusieurs pages surlignées. Les enquêteurs ont trouvé une utilisation abusive répétée des ressources de l'entreprise. J'ai fixé les documents. Elle a poursuivi, des notes de frais contenant des informations inexactes. Mon estomac s'est noué. À quel point c'est grave? Assez grave. Puis elle a dit quelque chose qui m'est resté. La plupart des gens n'ont pas de problème à cause d'une seule mauvaise décision. Je l'ai regardé. Ils ont des problèmes parce qu'ils continuent de prendre la même mauvaise décision encore et encore. La phrase décrivait parfaitement Julien. Pendant des années, il avait cru que les conséquences étaient des choses qui arrivaient aux autres. Pendant des années, il avait supposé qu'il pourrait toujours tout expliquer. Pendant des années, il avait blâmé tout le monde sauf lui-même. Maintenant, la réalité présentait la facture, et la réalité finit toujours par encaisser. Ce soir-là, Daniel est rentré à la maison avec un sac de courses rempli d'ingrédients pour le dîner de la Toussaint. J'ai aidé à décharger les légumes sur le comptoir. Aucun de nous n'a mentionné l'enquête au début. Puis il m'a regardé. « Comment vas-tu » C'était une question si simple. Pourtant, personne ne me l'avait posée depuis des semaines. Tout le monde voulait des nouvelles, des informations, des détails. Personne ne demandait comment je me sentais vraiment. J'ai réfléchi attentivement à la réponse. Fatigué. Daniel a hoché la tête. C'est honnête. J'ai ri doucement. Je crois que j'ai passé des mois à faire le deuil d'un mariage qui s'est terminé il y a des années.
Il n'a pas été en désaccord, car il ne le pouvait pas. La vérité était douloureuse. Mon mariage ne s'était pas effondré du jour au lendemain. L'effondrement était simplement devenu impossible à ignorer. Pendant le week-end de la Toussaint, des membres de la famille se sont réunis chez Daniel. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti entouré de gens qui se souciaient sincèrement de moi. Non pas parce qu'ils voulaient quelque chose, non pas parce qu'ils avaient besoin de quelque chose, simplement parce qu'ils m'aimaient. Le contraste était impossible à manquer. À un moment donné pendant le dîner, ma cousine Rachel m'a prise à part. « Tu sembles plus forte. » J'ai souri. « Vraiment ? » « Absolument. » J'y ai repensé plus tard. La force n'est pas toujours bruyante. Parfois, la force, c'est survivre. Parfois, la force, c'est partir. Parfois, la force, c'est refuser de retourner dans un endroit qui vous a brisé. Quelques jours après la Toussaint, un autre développement majeur s'est produit. L'avocat de Julien a contacté Karine pour demander des discussions en vue d'un règlement. Cela seul n'était pas inhabituel. Le timing l'était. Pendant des mois, Julien avait agi de manière agressive, exigeante, menaçante, insistante. Maintenant, soudainement, il voulait négocier. Karine et moi avons toutes les deux compris ce que cela signifiait. Sa confiance disparaissait rapidement. La réunion a eu lieu la semaine suivante. Julien était là. Son avocat aussi. C'était la première fois que je le voyais depuis la nuit où il m'avait mise à la porte. La différence était saisissante. Il avait l'air plus vieux. Pas physiquement, émotionnellement. Sa posture avait changé. L'arrogance qui remplissait autrefois chaque pièce avait diminué, pas entièrement, mais de manière notable. Pendant plusieurs minutes, les discussions se sont concentrées sur les finances, les biens, les actifs, les questions de procédure. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Julien m'a regardé directement. Amélie. J'ai soutenu son regard. Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé. Puis il a dit quelque chose que je n'aurais jamais pensé entendre. J'ai fait des erreurs. La pièce est devenue très silencieuse. Il y a des années, ces mots auraient tout signifié. Maintenant, ils semblaient étrangement creux, car une responsabilité retardée trop longtemps finit par ressembler à une stratégie, pas à du remords. J'ai écouté attentivement, il a continué. Je n'ai pas bien géré les choses. Il n'assumait toujours pas complètement, choisissant toujours ses mots avec soin. Karine est restée impassible à côté de moi. Julien s'est éclairci la gorge. Je pensais aider ma mère. J'ai attendu. Il a brièvement détourné le regard. Je n'avais pas réalisé à quel point les choses étaient allées loin. Cette partie était probablement vraie. Le problème, c'est qu'il aurait dû le savoir. Les adultes sont responsables de comprendre les conséquences de leurs choix. Surtout des choix répétés pendant des années. Quand la réunion s'est terminée, aucune confrontation dramatique n'a eu lieu. Pas de cris, pas de fantasme de vengeance, juste la réalité. La force la plus puissante dans la pièce. Quelques semaines plus tard, les rapports finaux de l'enquête de l'entreprise sont devenus disponibles. Les conclusions étaient claires. Des violations de la politique avaient eu lieu. Des problèmes de notes de frais avaient eu lieu. Une conduite inappropriée avait eu lieu. Les preuves étayaient les conclusions. En conséquence, l'emploi de Julien a officiellement pris fin. Non pas parce que Daniel voulait se venger, non pas parce que je voulais me venger, mais parce que les actions ont des conséquences. La distinction était très importante. La nouvelle a durement frappé Hélène. Pendant des années, elle avait encouragé Julien à croire que le problème venait de tout le monde. Maintenant, ce système de croyance s'effondrait. Les amis ont commencé à prendre leur distance. Les contacts professionnels ont cessé d'appeler. Les excuses sont devenues plus difficiles à maintenir. La réalité était enfin plus forte que le déni. Peu avant Noël, Karine a appelé avec une autre nouvelle. La procédure de divorce touchait à sa fin. La plupart des problèmes avaient été résolus. Les divulgations financières soutenaient fortement ma position. La documentation étayait mes affirmations. Les faits soutenaient la réalité. Pour la première fois depuis des mois, je me suis permis d'imaginer la vie au-delà des salles d'audience et des enquêtes.
La vie au-delà de Julien. La vie au-delà de la survie. Puis, juste au moment où je pensais que l'histoire était presque terminée, Karine m'a donné une dernière information. Julien voulait me parler une dernière fois. Pas par l'intermédiaire d'avocats, pas par le biais de paperasse, en face à face. Je suis resté assise en silence après avoir raccroché. La neige tombait dehors. Les lumières de Noël brillaient sur les maisons voisines. Le monde semblait paisible. Pourtant, quelque part au fond de moi, je savais que le dernier chapitre n'était pas encore écrit. Et quoi qu'il arrive pendant cette conversation, cela déterminerait comment cette histoire se terminerait vraiment. Quelques jours avant Noël, j'ai accepté de rencontrer Julien. Non pas parce que je lui devais quoi que ce soit, non pas parce que j'envisageais une réconciliation, et certainement pas parce que j'avais besoin de tourner la page. La vérité était plus simple. Pendant des mois, j'avais traîné des questions qui n'avaient plus d'importance. Quelque part en chemin, j'ai réalisé que je n'avais plus besoin de réponse. Mais je voulais voir qui Julien était devenu maintenant que les excuses s'épuisaient. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café du quartier de la Presqu'île. L'endroit était calme, décoré de couronnes et de lumière blanche. Une douce musique de Noël jouait en fond sonore pendant que les clients lisaient des livres ou travaillaient sur leur ordinateur portable. Julien était déjà là quand je suis arrivé. Pendant un instant, je suis resté près de l'entrée et je l'ai simplement regardé. C'était l'homme que j'avais aimé pendant 13 ans, l'homme que j'avais défendu, l'homme en qui j'avais eu confiance, l'homme qui m'avait mis à la porte de notre maison. Il a levé les yeux et m'a vu. Puis il s'est levé. Merci d'être venu. J'ai hoché la tête poliment et je me suis assise. Aucun de nous n'a parlé pendant plusieurs secondes. Le silence n'était pas gênant. Il était honnête. Finalement, Julien a expiré. Je n'étais pas sûr que tu viendrais. J'ai failli ne pas venir. Je comprends. Un autre silence a suivi. Dehors, les flocons de neige défilaient lentement devant les fenêtres. À l'intérieur, des lumières chaudes se reflétaient sur les tables en bois poli. Cela aurait dû sembler familier. Au lieu de cela, j'avais l'impression d'être assise en face d'un étranger. Julien a fixé son café. Puis il a parlé. Tu sais, pendant longtemps, j'ai cru que tout le monde était contre moi. Je n'ai rien dit. J'ai blâmé mon entreprise. Il a baissé les yeux. J'ai blâmé ma mère. Un léger sourire amer a traversé son visage. Je t'ai blâmé, toi. Sa voix s'est légèrement brisée. Et d'une manière ou d'une autre, je ne me suis jamais blâmé moi-même. C'était la chose la plus honnête que je l'ai entendu dire depuis des années. Je l'ai étudié attentivement. Pour la première fois depuis notre séparation, il n'essayait pas de gagner une dispute. Il n'essayait pas de contrôler la conversation. Il n'essayait pas de réécrire l'histoire. Il avait simplement l'air fatigué. Profondément fatigué. Le genre de fatigue qui vient lorsqu'on se confronte enfin à soi-même. Je n'arrêtais pas de me dire que je protégeais maman, a-t-il poursuivi. Je me disais que la famille passait avant tout. J'ai hoché lentement la tête. La famille passe avant tout. Ses yeux se sont levés. Alors pourquoi avais-je tort? La réponse est venue facilement. Parce que j'avais passé des mois à l'apprendre moi-même. Parce que tu confonds loyauté et obéissance. Julien m'a dévisagé. J'ai continué. Soutenir ta mère n'était pas mal. Son expression s'est crispée. Mentir à ta femme l'était. Les mots ont pesé lourdement entre nous. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Puis Julien a hoché la tête lentement, douloureusement, comme s'il reconnaissait enfin une vérité qu'il avait passé des années à éviter. Je sais. Je l'ai cru. Non pas parce qu'il méritait ma confiance, mais parce que le déni ne lui était plus d'aucune utilité. Finalement, il a détourné le regard. J'ai tout perdu. La phrase est restée en suspens. J'y ai réfléchi attentivement. Puis j'ai secoué la tête. Non. Il a froncé les sourcils. Que veux-tu dire? Tu n'as pas tout perdu. Julien avait l'air confus. Tu l'as donné. C'était différent. Très différent. Perdre quelque chose suggère un accident. Un malheur. De la malchance. Ce qui est arrivé à Julien n'était pas de la malchance.
C'était l'accumulation de choix. Des années de choix. Des années d'égoïsme. Des années de malhonnêteté. Des années à faire passer la fierté avant la responsabilité. Finalement, chaque choix exige un paiement. C'était le sien. Julien est resté assis en silence pendant un long moment. Puis il a posé la question que j'attendais depuis le moment où je suis arrivé. Tu me détestes? J'ai réfléchi à la réponse. 1 an plus tôt, j'aurais probablement dit oui. 6 mois plus tôt, peut-être. Mais maintenant, non. Ses sourcils se sont légèrement haussés. Non. J'ai secoué la tête. La haine demande de l'énergie. J'ai souri tristement. Et honnêtement, je suis fatigué de te donner mon énergie. Pour la première fois, un léger sourire est apparu sur son visage. Pas un sourire heureux, un sourire résigné, comme s'il comprenait enfin. La conversation a duré encore 20 minutes. Nous avons discuté de questions pratiques. Le divorce, la maison, la paperasse future. Rien de dramatique ne s'est produit. Pas de cris, pas de retrouvailles émotionnelles, pas de fin hollywoodienne. Quand nous nous sommes finalement levés pour partir, Julien a hésité. Puis il a dit quelque chose d'inattendu. Je suis désolé. 3 mots simples. Des mots que j'avais voulu entendre pendant des années. Pourtant, quand ils sont finalement arrivés, ils m'ont semblé différents de ce que j'imaginais. Parce que les excuses ne peuvent pas effacer les conséquences. Elles ne peuvent pas restaurer la confiance. Elles ne peuvent pas réparer les dommages. Mais elles peuvent reconnaître la réalité. Et parfois, c'est suffisant. J'ai hoché la tête. Merci. Puis je suis parti. Et ce fut la dernière fois que je l'ai vu. Le divorce a été prononcé plusieurs semaines plus tard. Le règlement était juste. Pas parfait, pas punitif, juste. Ce qui importait le plus. Julien a emménagé dans un appartement plus petit de l'autre côté de la ville. Hélène a finalement déménagé pour vivre avec un parent dans une autre région. D'après ce que j'ai entendu, leur relation s'est tendue. Peut-être que pour la première fois de sa vie, Julien avait commencé à fixer des limites. J'espérais sincèrement que c'était vrai. Quant à moi, la vie a lentement commencé à se reconstruire. Pas d'un seul coup. La guérison ne fonctionne jamais de cette façon. C'est arrivé à travers de petits moments. Le café du matin sans anxiété. Les appels téléphoniques avec des amis que j'avais négligés. Les promenades du week-end dans les parcs locaux. Les dîners en famille. Le rire qui redevenait naturel. La liberté arrive souvent en silence. Les mois ont passé. Le printemps est revenu sur la région lyonnaise. Les arbres ont verdi, les jours ont rallongé, et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose dont je n'avais pas réalisé l'absence, la paix. Avec les encouragements de Daniel, j'ai finalement lancé une petite entreprise de conseil spécialisée dans la stratégie marketing pour les organisations de santé locales. Le travail n'était pas prestigieux, mais il avait du sens. Et plus important encore, il était à moi. Un après-midi, près d'1 an après la nuit où Julien m'a mise à la porte, je me suis retrouvé à conduire dans notre ancien quartier. Pas intentionnellement, juste par coïncidence. En passant devant la rue où se trouvait autrefois notre maison, j'ai brièvement ralenti. La propriété avait été vendue. Une jeune famille y vivait maintenant. Des enfants jouaient au basket dans l'allée. Un chien courait après une balle sur la pelouse. La vie avait avancé. Je me suis arrêté au stop un instant et, à ma grande surprise, je n'ai ressenti aucune colère, aucune amertume, aucun regret, aucun désir de vengeance. Seulement de la gratitude, car le pire jour de ma vie m'avait forcé à affronter des vérités que je n'aurais jamais affrontées autrement. Il m'a forcé à me réapproprier. Il m'a forcé à cesser d'accepter moins que ce que je méritais. Et il m'a appris quelque chose que j'aurais aimé apprendre des années plus tôt. L'amour sans respect n'est pas de l'amour. La loyauté sans honnêteté n'est pas de la loyauté. Et le pardon n'exige pas la réconciliation. Parfois, la justice n'est pas de voir quelqu'un souffrir. Parfois, la justice, c'est de voir la vérité le rattraper enfin. La vérité a rattrapé Julien. Non pas parce que je l'ai détruit. Non pas parce que Daniel l'a détruit. Mais parce que ses propres choix l'ont fait.
C'était la leçon. C'était l'équité. Et c'était la vengeance. Pas une vengeance alimentée par la cruauté, mais une vengeance alimentée par la responsabilité. Le genre qui laisse chacun exactement là où ses décisions l'ont mené. Quant à moi, je n'ai pas eu la satisfaction de voir mon ex-mari supplier. J'ai eu quelque chose de bien meilleur. Un avenir. Et si vous écoutez cette histoire en faisant face à une trahison, un chagrin d'amour ou une situation qui semble impossible à surmonter, souvenez-vous de ceci, vous n'êtes pas défini par la façon dont quelqu'un vous maltraite. Vous êtes défini par ce que vous choisissez de faire ensuite. Parfois, s'éloigner ressemble à une défaite, mais des années plus tard, vous découvrirez peut-être que c'était le moment où vous avez enfin gagné.